Bonjour à tous. Bonjour. Non? Bonjour, donc Bonjour à bienvenue à tous, bienvenue. Bonjour. cette réunion de lancement des travaux Ségur pour les sages-femmes. On risque d'être assez nombreux ce matin, donc si vous pouvez couper vos micros, ce serait super. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je ferai le relais pour que Xavier et les autres intervenants puissent y répondre. Voilà, donc comme pour tous les webinaires de l'ANS, il sera disponible en replay. On mettra également donc, sur le site de l'agence avec le support de présentation. Xavier, je te passe la main et puis bonne réunion à tous. Ok, très bien. Écoutez, bonjour à tous, bienvenue à tous et à toutes, bienvenue. Donc, on va lancer ces travaux aujourd'hui. Donc, normalement, nous réunissons aujourd'hui donc des représentants d'éditeurs et des représentants professionnels donc autour des sages-femmes pour pouvoir démarrer donc ces travaux autour du Ségur. Donc, d'abord, je vais vous présenter l'équipe qui va travailler sur le sujet. Donc, on a Christophe Lachaine pour l'assurance maladie qui va nous Oui, rejoindre. bonjour. Bonjour, oui. Donc, à la CNAM, Dionis. Donc, je suis responsable du département maîtrise d'œuvre, en fait, qui contribue au développement des services sur le portail Amélie Pro et puis sur mon espace santé. Voilà. Donc, on a Sandra Malak de la DNS, délégation ministérielle au numérique en santé. Bonjour, médecin, et donc je travaille dans le cadre du programme Ségur autour de la Task Force médecine de ville, et donc je rejoins maintenant celle sur les sages-femmes également en accompagnement de Xavier. Voilà, donc il y aura moi-même, donc Xavier Vitry également à la DNS. On va se partager avec Sandra pour représenter la DNS ce qu'on appelle les nouvelles task force, donc vous faites partie. Voilà, donc moi je serai plus particulièrement votre correspondant sur la partie sage-femme, mais on y reviendra en fin d'intervention. On a Jean-Christophe Turbat qui doit nous rejoindre, qui va avoir un petit peu de retard. Donc, quand il se présentera, on vous le présentera. Et on a aussi une équipe de consultants d'Ocha Consulting qui va nous accompagner avec Clément Lagarde et Stéphanie Lévesque qui vont qui vont nous assister tout au long de ces travaux collectivement. J'ai oublié personne, hein. Non, je vois qu'il y a Laure Lecane du GIE Sésame également qui est Ah, présente et qui bonjour Laure. l'importance du GIE. Ouais, Tout à dans fait. tout voilà. Bonjour, Alors, oui, je viens d'arriver. voilà, bah voilà. Donc, on vous présente aussi Laure donc, pour le Merci GIE beaucoup. Sésame Vital. Oui. Euh, voilà, donc bonjour à tous et à toutes. Donc je vous propose qu'on démarre. Et en fait, l'idée aujourd'hui, c'est donc de vous présenter un petit peu les grands enjeux collectivement, de faire passer quelques messages côté éditeur, côté évidemment professionnel, et puis de mettre en évidence un certain nombre de sujets et surtout de répondre à vos questions en fin de présentation. Donc la présentation est relativement concise, je dis relativement parce que bon, il y a un petit peu de contenu quand même, mais c'est surtout en fait de répondre à vos questions, que vous soyez éditeur ou représentant de professionnels, évidemment. Ou simplement curieux, je ne sais pas si on a aussi des curieux, de répondre à vos questions sur le sujet. Alors, voilà, donc on va vous présenter de façon très rapide. Alors, je ne sais pas si Jean-Christophe nous a rejoint parce qu'il devait faire cette partie, mais sinon je vais la faire. Et puis, c'est pas grave, on démarre. Donc, sur la présentation du Ségur numérique, donc dans quel contexte, pardon, on se situe. Donc, je pense que vous connaissez déjà un petit peu, pour la plupart, le contenu du Ségur numérique. Donc, l'ambition, c'est de généraliser en fait le partage des données de santé, leur circulation fluide et surtout sécurisée pour les professionnels et surtout pour les patients. Donc l'objectif, c'est vraiment alimenter les dossiers médicaux partagés au sein de mon espace santé pour les patients, que le patient reprenne la main sur sur ses données de santé et de faire en sorte que tout cela soit fluide et sans double saisie pour les professionnels de santé. Donc ce sont Je des me moyens... permets de te couper, Xavier. Il y a Oui. Jean-Christophe qui vient de Ah nous bah, rejoindre si tu veux lui laisser la main. eh bien voilà, Jean-Christophe à l'ANS, donc Agence de numérique en santé, qui du coup devait faire cette petite partie. Donc écoute, je te laisse la parole. Est-ce qu'il est là? Son micro est... Ah, Ah, Ça ça ne y pardon. est, fonctionne pas, je suis désolé. ça y est, ton micro fonctionne, on t'entend. On t'a entendu 10 secondes, Jean-Christophe, et on t'a reperdu. Bon, bah du coup, peut-être que tu vas Bon, continuer. je vais continuer. Donc, ce sont des moyens historiques de 2 milliards d'euros qui sont affectés sur l'ensemble des différents couloirs. Donc, on a, dans le jargon, on va dire Ségur, on appelle ça des couloirs numériques.
pardon, des couloirs professionnels qui regroupent en fait profession par profession les différents sujets qui nous intéressent. L'idée donc aujourd'hui, c'est qu'on a 65 millions de mon espace santé qui ont été ouverts de façon selon le principe de l'opt-out. Donc on a 2% en fait de la population qui s'est opposée de façon active à l'ouverture de leur espace santé. L'idée donc c'est de multiplier d'arriver en fait à 250 millions de documents échangés, soit environ 4 documents par personne et par an. Jean-Christophe, est-ce qu'on t'a retrouvé? Oui, oui, Voilà. excuse-moi, Eh ben petit écoutez, problème technique ce matin. très bien. Bah, écoute, je te laisse te présenter et refaire ta partie et enfin passer à la suite si tu veux bien. D'accord. Bonjour à tous et encore désolé pour ces petits problèmes techniques. Je suis Jean-Christophe Turbat et je suis le directeur de programme Ségur à l'Agence du numérique en santé et nous travaillons étroitement avec nos collègues de la DNS, Xavier Vitry et Sandra Malak, sur les sujets Ségur en général et en particulier sur ces nouveaux couloirs et ravi de pouvoir rejoindre ces nouveaux couloirs qui, sans doute, pourront répondre à un certain nombre de vos préoccupations. Donc, concernant la stratégie et les partis pris pour y arriver sur ces nouveaux couloirs, Xavier vous a présenté le Ségur de manière générale. On a aujourd'hui un effort qui est focalisé sur l'ensemble des usages prioritaires. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire d'abord de se dire, on va d'abord travailler sur des usages simples, c'est-à-dire efficaces, rapides déjà dans un premier temps, pour vous permettre de partager par voie électronique l'ensemble des sujets qui concernent l'alimentation de PMP, la consultation d'historique de santé d'un patient, etc. Et ensuite, évidemment, après cet effort, j'ai envie de dire, de démarrage, passer collectivement à l'échelle pour vous permettre, vous, dans la vraie vie, en termes de prise en charge, pouvoir disposer d'outils qui vous facilitent la prise en charge de vos patients. Alors, ce périmètre, en tout cas au début, sera centré sur les documents qu'on considérera comme étant des documents clés du parcours de soins et avec lesquels seront identifiés avec vous lors des ateliers. On vous le précisera. Donc, on ira centrer notre action collective sur l'ensemble des documents clés qu'on considère être intéressants dans le cadre du parcours de soins que vous organisez autour de vos patients et pour lesquels les logiciels sont évidemment au cœur du sujet puisque c'est théoriquement eux qui les produisent. Donc, on identifie à date le volet de synthèse médicale, les prescriptions de toutes sortes, les lettres de sortie d'hospitalisation, les comptes rendus de biologie médicale et d'imagerie, voilà, tous ces documents qui permettront évidemment de fluidifier et de simplifier la prise en charge de vos patients dans le cadre du Ségur, bien évidemment. Alors, les leviers d'action complémentaires, notamment, et en partie évidemment inédit, c'est le titre de cette colonne, c'est évidemment agir collectivement et en parallèle sur la conformité et l'ergonomie des logiciels, faire en sorte que les logiciels que vous allez utiliser soient conformes à un certain nombre d'exigences et l'ergonomie pour que l'utilisation de ces logiciels-là soit le plus simple pour vous et que l'expérience utilisateur qui va en ressortir soit suffisamment performante pour que vous puissiez simplement utiliser les outils qui seront mis à votre disposition. L'idée, c'est évidemment aussi d'intégrer l'ensemble de vos métiers dans ces logiciels-là et puis évidemment dédier un budget spécifique à la mise à jour de ces logiciels pour que vous puissiez bénéficier gratuitement des fonctionnalités Ségur avec un système évidemment innovant au niveau de l'achat puisqu'on vous parlera d'achat pour compte, c'est-à-dire l'État va acheter pour vous la mise à jour Ségur de vos logiciels. Et puis, l'idée aussi, c'est de se dire, nous, côté puissance publique, nous allons être dans une démarche incitative, puisqu'on va vous permettre, grâce au financement en particulier et grâce à l'action publique, de bénéficier d'un certain nombre de dispositifs et petit à petit, basculer dans le cadre réglementaire pour vous permettre d'avoir en face de vous des logiciels qui répondent à un certain nombre d'exigences qui deviennent obligatoires, qui deviennent opposables et se mettre, j'ai envie de dire, collectivement dans une direction ou dans une trajectoire qui vous permette évidemment à vous tous de disposer au fil des mois, au fil des années, de logiciels qui répondent à la réglementation. Et puis une méthode Ségur qui doit s'inscrire dans la durée, d'abord par une mobilisation autour d'un objectif qui est affiché et assumé, 250 millions de documents qui alimenteront le DMP par an.
On souhaite construire avec vous systématiquement l'ensemble des exigences, l'ensemble des dispositifs réglementaires autour des task force, dans une méthode petit pas pour qu'on avance avec vous rapidement, mais sûrement à travers petit à petit des choses qui vont se poursuivre. Et évidemment, être dans une politique de transparence avec notamment des informations autour d'instances qui vont se retrouver être informées de l'ensemble de l'avancée. Voilà en détail. Donc ici, sur ce slide, c'est en fait le résumé d'un peu tout ce qu'on a pu se dire. À droite, vous avez l'ensemble des couloirs qui sont aujourd'hui adressés par le Ségur. Vous voyez en bleu clair ce qui vous concerne. Donc là, aujourd'hui, les sages-femmes, notamment dans le secteur libéral, mais également en centre de santé et en MSP, avec les logiciels qui vous sont dédiés. À gauche, vous voyez bien l'idée, hein, le patient est au cœur du sujet, avec la possibilité d'utiliser l'INS pour qualifier correctement l'identité de votre patient, être sûr qu'on s'adresse à la bonne personne, sécuriser son parcours de soins par un échange entre vos logiciels et mon espace santé. Tout ça dans un écosystème cohérent, vous le voyez dans cette diapositive. Hein. On adresse également les autres professionnels de santé, les sages-femmes, bientôt les chirurgiens dentistes, les orthoptistes, etc. Dans un contexte, on parle de médecins de ville, de biologie médicale, d'établissements médico-sociaux, d'établissements de santé, de pharmacies, etc. Voilà, un écosystème qui s'organise autour du patient pour vous permettre d'être en sécurité et fluidifier et surtout, j'ai envie de dire, rendre encore plus efficiente la prise en charge de votre patient. Et ici, c'est une salle qui résume finalement ce qu'on vient de se dire concernant les mesures financières incitatives et les mesures un peu plus réglementaires qui s'appuient sur l'opposabilité des référentiels. Alors, sur la partie gauche, sur le volet logiciel, tout le parcours, tout le dispositif qui s'adresse plutôt aux éditeurs, hein, avec l'achat pour compte qui vous permettra, vous, professionnels de santé, de disposer de logiciels de mise à jour gratuite. On basculera, comme je l'ai dit, sur une dimension opposable ensuite. Et puis, pour les établissements de santé et les professionnels de santé, un volet de transformation aux usages avec, pour les établissements de santé, un programme de financement à l'usage sur SONES. Pour les professionnels de santé, sur les accords conventionnels avec l'assurance maladie, un certain nombre de financements qui sont déjà sur la table. Et pour le secteur médico-social, un programme qui s'appelle le SMS numérique, qui vient aussi en complément de tout ce que je viens de dire. Le tout s'appuyant petit à petit sur une partie réglementaire, comme pour les éditeurs, mais cette fois-ci pour les professionnels de santé, l'application de l'article L 1111-15 du Code de santé publique, dans lequel on va retrouver les obligations d'alimentation du DMP et les obligations qui seront posées sur les professionnels de santé pour échanger par message sécurisé l'ensemble des données qui concernent vos patients. Et puis, sur d'autres critères un peu plus spécifiques, pour les établissements de santé, tout ce qui concerne la qualité et les critères IFAC, et pour les professionnels de santé, vous êtes au courant, les forfaits structures, notamment autour du sujet du renforcement numérique, et tout ce qui concerne les certifications, notamment COFRAC pour la biologie. Voilà. Okay. En résumé, j'ai conscience qu'il y a beaucoup d'informations, mais on aura l'occasion d'y revenir. Évidemment, on vous mettra à disposition évidemment le support. Hein. C'était vraiment une vision un petit peu globale de ce qu'est le Ségur numérique. En termes de priorité sur les usages et sur les documents, donc vraiment, on va essayer de faire un focus en fait sur l'ensemble des référentiels socles et des services sur lesquels nous allons travailler. Donc vraiment, il s'agit surtout de diffusion des documents clés. Ça, c'est vraiment important. C'est comment les professionnels vont alimenter le dispositif Mon Espace Santé et envoyer de l'information. Et évidemment aussi la situation inverse, c'est-à-dire comment consulter de l'information depuis Mon Espace Santé directement dans le logiciel professionnel. Donc, dans les premières vagues, pour les autres couloirs, on avait, on va dire, une première vague consacrée à la diffusion et une seconde qui est en cours de réflexion et de construction en termes de consultation. Là, on va adresser les deux en parallèle pour le couloir des sages-femmes, compte tenu de la maturité aussi qu'on a pu obtenir au sein des équipes
pour avancer en parallèle sur ces 2 aspects. Et puis évidemment, le développement de services et de référentiels socles. Donc le socle, hein, c'est en gros comment gérer les identités numériques de santé, comment gérer les identités évidemment des patients, des professionnels, un certain nombre de choses sur les messageries sécurisées qui doivent évidemment être intégrées dans le dispositif. Donc tout ça, en fait, ça fera partie de nos discussions et de nos échanges, mais les grands enjeux, en fait, c'est que pour pouvoir permettre cette diffusion et cette consultation d'informations, je le rappelle toujours avec l'accord des patients hein, et des patientes, bien sûr, euh, le, il faut s'appuyer sur un certain nombre de prérequis techniques qui doivent évidemment être intégrés dans l'ensemble du dispositif. Donc de façon un petit peu plus schématique et peut-être un petit peu plus précise, donc on a un certain nombre de dossiers, donc ce qu'on appelle les flux entrants vers les professionnels. Donc là, c'est vraiment une diapo qui s'adresse à l'ensemble hein, des nouveaux couloirs. Donc des documents qui vont entrer dans le logiciel médical ou paramédical, et des documents qui vont en sortir, des informations qui vont en sortir. Et tout ça, ça fera l'objet de nos discussions sur un certain nombre de points tout au long des ateliers qui vont venir devant nous. Et puis en bas, donc ces fameux services socles qui vont permettre de qualifier, de sécuriser l'ensemble de ces échanges euh, autour de vos logiciels professionnels. Alors, en fonction des professionnels, des différents sujets, on a voilà, ces différents points. Donc là, prenez-les vraiment plutôt à titre illustratif. On n'a pas forcément encore, alors on a un certain nombre de socles dont on aura, entre guillemets, pas vraiment de choix sur l'intégration hein, de ces outils. Évidemment, l'outil, par défaut, il devra pouvoir se connecter au dossier médical partagé, hein, évidemment. Donc ça fait partie des prérequis de base. D'ailleurs, petit message pour les éditeurs qui sont présents, hein, n'attendez pas la publication des arrêtés pour vous, au moins à minima, si vous ne l'avez pas encore fait, vous renseigner sur ce qu'est le DMP, un volet CISIS, les INS, le ProSanté Connect, enfin toute l'intégration de ces référentiels disponibles auprès du CNDA et du GE Vital. Voilà, vous ne perdrez pas de temps à intégrer ou à réfléchir, en tout cas, à programmer dans vos feuilles de route tout au long de nos travaux ces éléments socles qui sont tout à fait, entre guillemets, prérequis à pouvoir faire circuler les informations qui sont au-dessus. Voilà. Alors, voici une liste que nous, on a, on va dire, pressentie sur ce qui nous semble important d'avoir sur la base de l'expérience que l'on a des différents couloirs précédents, hein, en s'appuyant principalement sur le couloir médecine de ville, qui semble être, on va dire, le couloir le plus proche d'un point de vue métier ou fonctionnel de ce qu'on pourrait solliciter pour les sages-femmes. Mais évidemment, tout ça, ce sera sous forme de discussion. Donc, des choses autour de l'INS. En termes de documents, on va vous demander, vous savez qu'il y a une matrice d'habilitation qui décrit en fait un certain nombre de documents disponibles pour, comment dire, pour pouvoir produire de l'information vers mon espace santé. Donc, on va vous faire une petite proposition de réflexion partagée à l'issue de cette présentation, mais j'y reviendrai tout à l'heure. On imaginait des notes de dépistage et des notes de vaccination qui sont des éléments qui nous semblaient importants, et éventuellement d'autres documents en termes de production. On aura aussi en termes de documents les documents à consulter, c'est-à-dire on va vous demander évidemment de lire la matrice d'habilitation et de nous dire parmi ces documents quels sont ceux qui vous semblent les plus importants, les plus essentiels à connaître, on va dire soit à connaître en routine par défaut parce que c'est un document systématiquement nécessaire dans la prise en charge à travers votre profession, soit des documents qui doivent être facilement accessibles, pas forcément de façon systématique, mais pour lesquels vous n'avez pas besoin, enfin, vous n'avez pas à perdre du temps à les trouver. Ce sont des documents que vous allez récupérer de façon simplifiée. Donc ça fera partie justement d'une étape de travail. On a donc évidemment la messagerie sécurité santé qui devra être intégrée dans vos logiciels professionnels de façon à fluidifier les échanges et à éviter des doubles saisies, notamment lorsque, si on décide qu'un document doit être, je pense notamment, alors, la note de vaccination en est un exemple, hein, où en gros, la saisie d'une note de vaccination est automatiquement envoyée vers mon espace santé et pourrait être également, pour information, envoyée à un professionnel de santé, par exemple, ou voilà, ce genre de choses. Donc, on peut tout à fait imaginer ça. Et ça, l'idée, c'est de le faire depuis le logiciel en un seul mouvement, on va dire, et pas en multipliant les clics.
L'intégration de l'annuaire santé, donc ça, ce sont des choses qui ont été, on va dire, intégrées dans les autres couloirs et qu'il nous semble important de vous proposer ici. Sur l'ordonnance numérique, concernant donc l'assurance maladie, bah, je ne sais pas si Christophe, tu veux préciser quelque chose ou je le fais comme sur les cahiers des charges? Ben, tu peux, Je m'en occupe? ouais, ouais, ouais. OK. Donc, l'assurance maladie donc doit faire évoluer, les cahiers des charges donc sur en qualité de prescripteur. Donc ça, c'est un sujet, important, évidemment, et donc on devrait normalement avoir à l'issue des travaux le cahier des charges dédié aux sages-femmes en qualité de prescripteur, pour pouvoir, intégrer ce dispositif, directement dans le logiciel et intégrer le dispositif d'ordonnance numérique en qualité de prescripteur. Heu et puis bon, l'authentification, de l'application carte vitale également. Donc voilà, après ça c'est quelques éléments de base, restera à compléter ensuite avec, nos échanges, un certain nombre d'enjeux, qu'on pourra évidemment partager. Donc ça, c'est un petit peu une idée, une proposition, on va dire de base, et puis, qui pourra être enrichie, heu, considérant que nous devons surtout nous concentrer sur la production des documents, les échanges, autour des documents. Les livrables attendus à l'issue de nos ateliers, pardon, juste un point, j'ai oublié de le préciser en introduction, mais, je vous propose alors normalement on avait prévu de bloquer les prises de parole, et de plutôt faire des échanges de questions-réponses par le chat. Avant la phase de questions-réponses, si vous le souhaitez enfin, je proposerai, un représentant, à la présidente du Conseil national de l'ordre, si vous souhaitez faire une prise de parole, bah, évidemment, vous inviterez à ouvrir votre micro et à pouvoir vous exprimer et de la même façon pour un représentant de la FEMA, j'ai vu qu'il y avait Francis ou quelqu'un que tu souhaites, comment dire? Désigner si vous le souhaitez, juste au titre de représentant des sages-femmes et représentants des éditeurs et ensuite pour éviter trop de prise de parole, on fera plutôt les questions-réponses par le chat si vous le voulez bien. Donc je vous inviterai, voilà, l'un et l'autre à prendre la parole à l'issue de la présentation, bien sûr. Alors les livrables attendus, sur tout ça, donc on a, ce qu'on appelle un REM, donc on doit produire en fait à l'issue de nos travaux, des documents qui vont être publiés par voie d'arrêté, donc signés du ministre et publiés au journal officiel. Donc ce sont des documents qui sont opposables juridiquement, qui ont évidemment une valeur et du coup, il faudra être particulièrement attentif à leur rédaction, à leur contenu parce qu'une fois qu'ils sont publiés, on a beaucoup de mal à les faire évoluer et surtout, il faut refaire signer au ministre, un document et vous savez qu'on n'aime pas bien faire signer 2 fois le même document à un ministre. Donc on va essayer d'être attentif pour le faire qu'une fois. Après, si c'est nécessaire, notamment sur les agendas, hein, ça s'est fait sur d'autres, couloirs, donc on peut faire évoluer les choses, hein, bien sûr, mais voilà, on n'a pas le droit non plus à 50 cartouches, sur ce sujet-là. Donc le référentiel d'exigence minimale, normalement, ça c'est un sujet qui concerne plutôt les éditeurs, c'est-à-dire qu'en gros, on va décrire de façon la plus précise possible, le niveau d'exigence et les preuves que devront apporter les éditeurs auprès de l'Agence du numérique en santé pour prouver que leur logiciel est bien conforme à ce qu'on va, exiger d'eux, voilà, donc c'est comment dire? Un fichier en gros, ça se résume à un fichier Excel assez dense, qui essaye d'expliquer de façon la plus précise possible ce que le logiciel doit faire ou peut faire. On a aussi des fonctions optionnelles, et donc tout ça, ça sera le résultat, on va dire, de cahier des charges fonctionnels, opposables aux éditeurs, avec aussi les niveaux de preuves attendus pour, démontrer que leur logiciel est bien conforme à ces exigences. Ensuite, on a le dossier de spécification et de référencement qui est une version, on va dire, plus littéraire de ce document, des REM et qui vient expliquer un petit peu l'ensemble des exigences techniques, les préconisations techniques, enfin qui viennent donner un peu de contenu et de corps, au REM qui est un petit peu, un document un peu aride, et qui aussi, renvoie vers les documents sources vers lesquels les éditeurs doivent se pencher, notamment les versions, par exemple, sur la note de vaccination. Alors c'est des notes, des numéros de version et des documents, on va dire techniques qui viennent détailler chacun de ces sujets, de façon, extrêmement précise. Et enfin, l'appel à financement. Donc cet appel à financement, c'est le document qui va
à la fois gérer la question de calendaire, c'est-à-dire l'agenda, une fois publié, combien de temps les éditeurs ont pour faire leur développement, à quelle date les guichets seront ouverts et proposés donc, pour le référencement et l'appel à financement, toute la construction du prix également qui sera explicité dans ce document. Voilà. En termes de méthode, ce qu'on va proposer, c'est de se concentrer dans un premier temps sur la partie fonctionnelle pour bien définir le contenu de ce qu'on va demander aux éditeurs et on se concentrera sur la partie construction du prix et agenda de déploiement, enfin ce genre de choses, plutôt sur la fin de nos ateliers, de façon à savoir en gros de quoi on parle, parce que si évidemment on commence par parler du prix avant de savoir ce qu'on doit faire, ça va être un petit peu compliqué. Donc on va plutôt se concentrer dans un premier temps sur la partie fonctionnelle et dans un second temps sur la partie, on va dire, financement. Présentation de l'équipe, donc en gros, on va s'organiser. Donc là aujourd'hui, on a réuni l'ensemble des représentants professionnels et des éditeurs. Dans le cadre des ateliers, on va plutôt séparer les deux pour discuter d'un côté des fonctionnalités métiers, de la question. Voilà, on pourra évidemment, si c'est nécessaire, refaire des présentations ensemble, mais l'idée, c'est vraiment d'un côté discuter métier avec les professionnels et discuter, on va dire, plus technique avec les éditeurs sur les fonctionnalités et de faire des allers-retours. Voilà. Et un groupe d'animation donc représenté par, enfin qui représente l'ANS, la CNAM, la DNS. Voilà, et dans lequel on pourra, en tant que de besoin, faire intervenir des experts des différents sujets qui nous préoccuperont et qui seront partie des différents temps d'ordre du jour qu'on vous présentera en temps voulu sur les différentes séquences qui vont se préciser dans le temps. Alors, les calendriers et les grands jalons. Aujourd'hui, donc c'est le lancement de la TF, de la Task Force, donc sage-femme. L'idée, donc là, c'est un macro planning, hein, évidemment, ne vous arrêtez pas à toutes les dates de façon hyper précise, mais c'est pour donner un ordre d'idée de ce que ça représente. En gros, on souhaite faire une prépublication à l'été 2023, avant l'été 2023, des documents, de façon à ce qu'on puisse, à la rentrée, faire une publication officielle par décret, enfin par oui, décret ou arrêté, je ne sais plus le terme juridique, mais en tout cas une publication officielle au journal officiel, de façon à lancer le go officiel des travaux. La phase de prépublication, elle est importante parce qu'elle permet de figer les documents, de se dire, bah voilà, c'est là-dessus qu'on part et d'avoir une relecture attentive de ces documents et de lever éventuellement différents loups, différentes choses trappes qu'on pourrait avoir dans nos documents, incohérences, et de pouvoir procéder à des corrections, on va dire, avant la publication officielle. Donc à partir de là, c'est le go officiel de lancement et qui gèle, on va dire, le contenu des documents et en principe à partir duquel les éditeurs peuvent, on va dire, sans crainte de voir des évolutions fonctionnelles, se lancer dans les travaux. Voilà, voilà. Je le redis, hein, évidemment que tout investissement fait sur les messageries sécurité de santé, la question du DMP et tout ça ne seront évidemment pas des pertes de temps. La note de vaccination, par exemple, l'application carte vitale pour tous ceux qui sont pas en addendum 8, par exemple, voilà, si vous commencez à réfléchir là-dessus, on va dire, voilà, ce sera probablement pas une perte de temps et une bonne anticipation par rapport à vos équipes. Si vous pouvez participer également à des hackathons que propose l'ANS ou des projectatons qui sont des temps d'échange avec des développeurs pour apprendre à manipuler justement les concepts autour du DMP et tout ça, bah, je pense que voilà, ce ne sera pas du temps de perdu pour vous. Je vous le redis, si vous n'avez pas encore d'expérience Ségur, voilà, j'imagine que les éditeurs qui ont déjà cette expérience pourront probablement vous la partager. Ensuite, on aura l'ouverture du guichet de référencement. Donc là, c'est côté ANS. Donc ça, on le prévoit plutôt début 2024 parce que le temps que les éditeurs, évidemment, se mettent au travail et commencent à produire, évidemment, ils n'auront pas, on va dire, en quelques semaines, un logiciel up-to-date version Ségur. En tout cas, probablement pas tous. Et l'idée, c'est d'ouvrir début 2024 donc ce guichet de référencement qui est en fait l'examen par l'ANS des éléments de preuve décrits dans le référentiel d'exigence minimale
et s'engage ensuite une phase de discussion et d'échange pour valider et référencer le logiciel, le rendre conforme au Ségur. Et avec cette conformité, ils peuvent se présenter donc à l'étape d'après, qui est l'agence de services de paiement, pour la question du financement. Voilà. L'appel à financement, d'ailleurs, décrira aussi ce qu'on appelle l'usine à financement, parce que voilà, pour ces nouvelles task force, on estime à peu près 250 000 professionnels, tout confondu, hein, évidemment pas 250 000 sages-femmes, on en a bien conscience, mais l'ensemble de tous les couloirs, de ces nouveaux couloirs. Et du coup, évidemment, vous imaginez bien qu'il faut un petit peu procédurer tout ça et le rendre, on va dire, viable et le plus simple possible. Pour les éditeurs, on va travailler, on a déjà commencé à réfléchir à une simplification aussi de ces étapes sur le financement par le retour d'expérience qu'on a des premiers couloirs. On pourrait y revenir si vous avez des questions. Et puis enfin, la phase de déploiement qui va commencer une fois que comment dire, les référencements seront faits et que les bons de commande pourront être produits, donc les déploiements. Ah. Xavier, on t'entend plus. Enfin, je sais pas si c'est la même chose pour les autres. Ouais, c'est pareil, ouais. Mm. Je confirme. Un petit, Oui, je pense que Xavier a dû avoir un petit problème de réseau. déconnexion, oui. Ouais, probablement. Donc, une fois que... Ah, ça y est, Xavier est revenu. On t'a perdu quelques instants. Ah, pardon. Oui. Ah oui, oui. Une Ça minute à s'arrête. peu près. Il faut que tu rembobines d'une minute. Alors, ouais. je vais rembobiner d'une minute. J'étais sur la période qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'à mi-juin. Ça, vous l'aviez ou... J'étais là-dessus. J'avais fini sur le déploiement. Ça, vous l'avez eu? On t'a perdu au déploiement. Ouais. Ok, en gros, le déploiement, c'est T3 2024 à peu près, hein. Enfin, c'est ce qu'on planifie, mais évidemment, rien n'interdit d'être là plus tôt, bien sûr. Et je disais donc sur les périodes, donc à peu près de 6 mois là, qui est juste devant nous, on estime à peu près à un atelier par profession et par mois, voilà, avec une petite phase d'accélération avant la prépublication pour des relectures collectives et attentives de l'ensemble des documents. On vous proposera sous une quinzaine de jours le planning détaillé avec les dates précises qui seront planifiées sur les mois à venir, sachant que notre prochain rendez-vous, là, on va laisser passer, on propose de laisser passer les vacances de février, parce qu'en fait, voilà, les gens sont beaucoup moins disponibles, bien sûr. On va vous donner quelques travaux de vacances, entre guillemets, si vous permettez l'expression, pour voilà, de réflexion partagée entre vous en interne au sein de vos institutions pour pouvoir revenir courant mars sur les étapes et engager en fait les différents ateliers. Côté éditeur, on a identifié, alors vous nous direz si on se trompe, mais dans les travaux préparatoires, on avait identifié que les éditeurs de logiciels Sacham étaient très souvent, ou en tout cas, n'adressaient pas de façon spécifique que les sages-femmes dans leur offre logicielle, peut-être à l'exception d'un ou deux, je crois, de mémoire, mais voilà. Et l'idée, c'était de faire en sorte que les discussions autour de ça soit côté éditeur, on discute aussi concernant les autres, les paramédicaux, puisque souvent, on a constaté qu'il y avait, en tout cas pour une partie d'entre vous, comment dire, des offres qui concernaient à la fois les sages-femmes et les paramédicaux. Donc côté éditeur, on discutera de l'ensemble de ce périmètre, et côté professionnel, on discutera enfin pas profession par profession, de façon séparée. L'idée, c'est pas d'inviter des éditeurs pour réentendre 2 fois la même chose quand on va discuter des exigences socles, par exemple. Voilà, c'est toujours la même chose, hein, que ce soit les infirmiers ou les sages-femmes. Ce sera évidemment les mêmes exigences socles. Donc plutôt que de vous faire réentendre 2 fois la même chose, voire 6 fois la même chose, l'idée, c'est de vous réunir là-dessus. Si on a évidemment des questions qui sont spécifiques et qui ne concernent que des éditeurs concernant les sages-femmes, et tout ça, on fera des temps dédiés, mais l'idée générale, en tout cas, c'est un petit peu de regrouper ça côté éditeur, et évidemment, côté professionnel, c'est profession par profession. Voilà, moi j'ai un petit peu anticipé sur l'organisation de travaux.
on va utiliser un espace de partage documentaire qui s'appelle Symbiose, hein, qui est proposé par le ministère. Ce que je vais vous demander aussi là maintenant, c'est pour les personnes qui souhaitent accéder à Symbiose, dans le chat, de nous mettre le... Alors, ça va peut-être polluer un peu les questions, mais je ne sais pas si on a un espace de docu. Alors, Non, on n'a qu'un on espace, n'a mais que ça. t'inquiète, je Bon, trierai. on fera le tri après. Merci de nous mettre vos noms et prénoms, votre adresse mail et l'institution que vous représentez, éditeur, le Conseil de l'ordre et les syndicats. Si vous êtes là à titre comment dire, d'expert métier, peu importe à quel titre vous êtes là, mais mettez-le dans le chat, s'il vous plaît, de façon à ce qu'on puisse vous ouvrir les comptes dans Symbiose et vous affecter au bon groupe, s'il vous plaît, de façon à ce qu'on puisse voilà, vous ouvrir l'espace. Et cet espace contiendra notamment, par exemple, le support de présentation et l'ensemble des documents nécessaires à nos travaux pour travailler ensemble. Donc, merci de bien vous inscrire ici. Voilà, évidemment, il y aura d'autres manières de s'inscrire, mais tant qu'à faire, on vous préouvrira, on va dire, les codes à la plateforme d'ici la fin de la semaine. Voilà, donc moi, je serai en fait votre interlocuteur privilégié pour le couloir des sages-femmes. Évidemment, l'ensemble des collègues de l'équipe projet représentant une institution et consultants sont évidemment informés et mis voilà, j'assurerai cette coordination et cette animation pour le couloir des sages-femmes. L'idée, c'est peut-être pas de vous donner en fait, on va dire 7 ou 8 interlocuteurs privilégiés. Donc moi, je vais assurer, on va dire, ce point focal d'échange sur le couloir sage-femme tout au long de nos travaux concernant ce couloir. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, les prochaines étapes, donc, ce seront les ateliers au mois de mars. Donc, on vous envoie les invitations sous quinzaine et on vous enverra en fait toutes les invitations, enfin tout le planning, de façon à pouvoir bien planifier et bloquer un peu à l'avance les différentes dates. Évidemment, il ne sera pas interdit de faire des dates supplémentaires si on avait un sujet qui rendait les choses plus complexes ou des points à discuter, hein, bien sûr. Voilà, là, c'est une proposition. Les choses vont s'ajuster au fil de l'eau, bien sûr. Et puis, on va vous confier un petit travail également. Donc, on va vous mettre le lien dans le chat sur la matrice d'habilitation, parce que je vois qu'on a oublié dans le support. On va le rajouter aussi dans le support. Donc, vous savez que le DMP, il y a une matrice d'habilitation. Ce qu'on aimerait, c'est que vous nous disiez dans cette matrice d'habilitation, quels sont les documents qui manquent que vous produisez ou que vous aimeriez produire et partager. Alors, l'idée, c'est pas de tout donner, c'est vraiment ce qui sert à la synthèse et à la coordination des soins avec les autres professionnels. Étant entendu que le contenu de ces documents est évidemment à la liberté d'appréciation du professionnel qui va le rédiger. Mais l'idée, c'est d'avoir des documents qu'on définisse collectivement en termes de contenu. Ensuite, évidemment, la précision du contenu appartient aux professionnels dans l'objectif de la coordination des soins. Et ensuite, évidemment, la relation interpersonnelle sur le terrain pour discuter de cas complexes et tout ça est évidemment à l'appréciation des professionnels qui se contactent directement sur des cas complexes ou sensibles, bien sûr. Voilà, donc il y a d'un côté, quels sont les documents qui ne sont pas dans la matrice d'habilitation et qui vous semblent importants que vous puissiez partager avec d'autres professionnels, et aussi de réfléchir à quels seraient les professionnels qui pourraient y avoir accès parmi toute la liste qui est proposée dans la matrice d'habilitation, et de le réfléchir collectivement. C'est-à-dire, l'idée, c'est quand même qu'on ait une réponse métier autour de ça, et un peu collective. Et à l'inverse aussi, quels sont les documents dans cette matrice d'habilitation qui vous semblent importants de disposer, soit de façon permanente et automatique. En gros, j'ouvre un dossier patient, mon logiciel va me chercher le document X de façon automatique, de façon systématique et automatique, ou c'est un document, j'en ai pas besoin tout le temps, mais quand j'ai juste besoin d'avoir un bouton quelque part, et quand je clique dessus, il faut que ça s'ouvre. C'est en gros, voilà, c'est à la demande, mais facile d'accès. Et c'est de nous mettre en évidence un petit peu dans toute cette matrice d'habilitation, quels sont ces documents, à la fois en diffusion et en entrée dans votre logiciel métier qui sont nécessaires. Et l'idée, c'est de se revoir au mois de mars et de commencer par ça. L'important pour nous, c'est de pouvoir commencer tôt là-dessus, parce que si on doit faire évoluer la matrice d'habilitation, on a un travail en parallèle des task force à mener, et donc plus on identifie tôt
ces documents, plus on a du temps pour travailler sur l'évolution de la matrice d'habilitation. Elle évolue à peu près 2 fois par an. Donc, il ne faut pas rater le train si on veut être à l'heure par rapport aux éditeurs et pouvoir leur dire c'est tel numéro de document, le type code qu'on doit pouvoir intégrer ou partager, surtout s'il y a des évolutions dans la matrice qui sont nécessaires. Donc, c'est pour ça qu'on commence par ça. À titre d'exemple, pour les LGO, donc côté officine, ça m'a pris 8 mois pour faire évoluer la matrice d'habilitation. Donc, bon, maintenant j'ai compris comment ça marche, donc ça va être un peu plus rapide, mais en gros, il vaut mieux quand même avoir un petit peu de temps. Oui, Sandra, tu veux? pour rebondir, Xavier, en fait, il y a un temps incompressible parce que derrière cette évolution de la matrice d'habilitation, il y a un comité au sein de l'assurance maladie qui se réunit, comportant des représentants des usagers, des représentants professionnels et qui essaient de pondérer l'intérêt de partager les documents et le juste sécurité pour qu'on n'ait pas accès sans aucun contrôle. Donc, il est assez logique que les gynécologues aient accès au compte-rendu d'accouchement qui pourrait être produit par vos soins, mais est-ce que le pédicure devrait y avoir accès de la même façon? C'est vraiment de façon très pragmatique ces questions-là que ce comité va trancher, et donc il y a un temps assez long pour pouvoir recueillir tous les avis pertinents. Alors, Ouais, juste une petite précision, Xavier, sur je pense que ça vaut je le t'en coup prie. de savoir pour nos collègues sages-femmes ici présentes. Donc, il y a évidemment différentes modalités d'échange, hein. Il y a les échanges des documents avec les professionnels directement, c'est la MSS professionnelle. Donc là, c'est vous qui déterminez quel professionnel avec lequel vous pouvez échanger ces documents. Il y a vers le patient directement à travers la MSS citoyenne, et puis le DMP, donc c'est ce coffre-fort où on peut déposer les documents des patients et qui va être régi par deux choses, cette matrice d'habilitation, et d'autre part par une transparence complète. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement bien connu, c'est-à-dire que le patient lui-même sait exactement, dès qu'un document est rajouté, dès qu'un document est vu par quel professionnel. Tout est tout à fait transparent pour les patients. Et donc, même si on a l'impression parfois de déposer un document sans savoir ce qu'il va en advenir dans ce DMP, il faut savoir que la transparence est absolue. Donc, Alors, à l'exception de vu qu'en plus pour les sages-femmes, enfin, voilà, on est sur la santé des femmes et aussi parfois des mineurs, quelques exceptions quand même qui respectent évidemment, hein, l'intimité et des documents notamment qui ne sont pas visibles aux parents, pour les mineurs, dans ces cas-là. Voilà, bon, il y a quand même des contraintes, enfin le 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 droit, est toutefois respecté, enfin évidemment. Heu, voilà, hop, pardon. On Donc a une moi petite question, Xavier, si tu veux, oui, dans le chat. On alors nous demande pour les invitations s'il est possible d'envoyer toutes les dates dès le départ pour l'organisation dans les cabinets. oui, tout à fait. Donc, sous une quinzaine, là, on est en train d'affiner le calendrier. On vous envoie effectivement l'ensemble des dates à venir pour les ateliers. En tout cas, voilà. Après, il ne sera pas impossible qu'au dernier moment, ils s'en rajoutent ou que si vraiment tout est fluide et que tout se passe super bien, on les annule, hein, bien sûr. On va s'ajuster. Mais en tout cas, oui, on vous envoie en tout cas l'agenda détaillé, enfin, avec les invitations, bien sûr. Alors, moi, j'ai terminé ma présentation. Avant de prendre les questions et de faire le jeu des questions-réponses, je vais passer la parole donc à la présidente du Conseil national de l'ordre, Marianne. Alors en fait, je suis pas du tout la Pardon. présidente, je suis la secrétaire générale. Ah, pardon, C'est secrétaire vrai que c'est général. moi qui suis, pas de problème, c'est moi qui suis mandatée pour les affaires du Excusez-moi. numérique en santé. Déjà, je vous remercie beaucoup de cette réunion. Je suis désolée de mon retard du début parce que j'avais un lien Teams, c'est pas un lien Zoom, donc j'étais sur Teams en attendant qu'on me connecte. J'espère que j'ai rien raté. Je vous remercie pour ce travail qui me paraît mais tellement indispensable, parce qu'aujourd'hui, si on veut faire avancer le numérique en santé et que ce soit facilitateur et pour les soignants et pour les patients, ce travail, il est absolument nécessaire et c'est une très bonne chose. Vous savez qu'on a, j'ai échangé tellement de nombreuses fois avec la DNS et la NS, on a quelques sujets débat sur cet espace numérique, notamment au sujet de l'INS, l'utilisation de ProSanté Connect, dont on voit aujourd'hui, parce que nous, on l'a mis en œuvre au niveau du Conseil national pour les espaces personnels, qui n'est pas très utilisé, et que là, il y a un vrai sujet d'action. Et puis, notre cheval de bataille principal, c'est évidemment la nature des données à verser dans ce DMP, avec ce que vous venez de dire, avec des oublis dans la loi, notamment sur la contraception des mineurs, qui ne peut pas être masquée aux parents. Enfin, il y a pas mal de sujets comme ça
Et c'est vrai que dans l'exercice de notre profession qui touche vraiment à l'intime des femmes et des couples, je pense qu'il y aura des débats vraiment intéressants dans ces groupes de travail. Et il faut savoir que le Conseil national, il a vraiment en ligne de mire d'essayer de changer la loi sur un certain nombre d'éléments, alors probablement mineurs par rapport à tout le sujet du Ségur numérique et de mon espace santé, mais qui nous paraissent, nous, essentiels pour la protection des données personnelles des citoyens de ce pays. Je reprends aussi un petit élément que vous avez dit, qu'on était beaucoup plus avec les éditeurs de paramédicaux. Alors en fait, peut-être que mes données ne sont pas bonnes, mais pour moi, quand les sages-femmes ont des LGO, des vrais logiciels de gestion de cabinet, des LGC, ils sont plus médecins, parce que notre profession, elle cadre vraiment avec l'exercice des médecins en termes de consultation, etc. Et en fait, les logiciels paramédicaux, c'est plutôt dans la transmission sésame vitale. Donc en fait, ça ne correspond pas vraiment à des LGC. Donc, je pense que si on doit travailler sur des LGC et l'avancée des LGC, je pense qu'il faut le faire vraiment en comparaison avec les logiciels médecins. Là où je m'interroge, c'est que je pense qu'il y a de nombreuses libérales qui n'ont pas de LGC en tant que telles, c'est-à-dire qu'elles ont effectivement tous les outils pour faire de la transmission sésame vitale, mais elles n'ont pas de LGC en tant que telles. Et là, il va vraiment falloir qu'on travaille tous ensemble pour les convaincre que bientôt, on ne pourra plus faire sans. On ne pourra plus faire sans. En y mettant bien sûr les garde-fous. Et puis pour rassurer mes collègues au niveau de la matrice d'habilitation des MP, parce que c'est quand même, quand elles vont ouvrir le document, elles vont voir que c'est quand même quelque chose de suffisamment complexe. Nous, on travaille dessus depuis longtemps et je pense qu'on a vu large. Donc, on vous a fait nos dernières propositions extrêmement récemment. Je ne pense pas qu'on ait oublié grand-chose à voir. Enfin, voilà. Mais je pense que les accès qu'on a aux données sont quand même extrêmement larges. Maintenant, moi, je n'avais pas en scope que c'était à une profession de décider ce à quoi pouvait avoir accès une autre profession. Alors, il ne s'agit pas de décider, parce que la décision, elle revient au comité qui a été évoqué tout à l'heure. Par contre, il s'agit de faire une proposition à ce comité, et donc de proposer et d'argumenter pourquoi est-ce qu'on ouvrirait à telle profession ou pourquoi on l'interdirait à telle profession de façon… voilà. Après, je ne vous promets pas que tout ce que vous allez demander sera fourni. On a passé la période des fêtes et je vous promets pas que tout ce que vous allez demander va être pris en compte. Enfin, voilà, il y aura des arbitrages aussi en fonction de la capacité à faire, de la disponibilité des référentiels compétents, de savoir voilà, à quel moment il y en a trop et on peut plus en mettre. Voilà, donc ça fera partie de la discussion, mais c'est pas pour décision, hein, c'est vraiment des propositions argumentées. Et ensuite, avec ça, on va voir le fameux comité qui a été évoqué tout à l'heure par Sandra, et c'est lui qui prend la décision finale. Mais la base des propositions, plus elles sont fines et argumentées, évidemment, et plus elles ont de chances de passer, bien sûr. Tout en sachant que pour moi, j'avais vraiment notion que c'était le citoyen qui allait décider qui allait avoir accès à quoi. Alors, c'est un deuxième niveau aussi. C'est un deuxième niveau, effectivement. Voilà. Tout à fait, vous avez raison. Donc, le citoyen a effectivement le droit de rajouter des contraintes. En fait, il y a une matrice d'habilitation par défaut qui s'applique si le citoyen ne fait rien, et ensuite, enfin, où la personne ne fait rien. Et si elle le souhaite, elle peut pas donner plus de droits que ce que la matrice d'habilitation permet. Par contre, elle peut restreindre des droits et la diffusion de documents, masquer un document à tout le monde, à l'exception du médecin traitant qui, lui, a un accès complet à l'ensemble du dossier. Et juste pour continuer, mais je vais faire court, nous, on a un vrai sujet sur mon espace santé qu'on va vraiment mener au niveau parlementaire, citoyen, et tout ce qu'on peut remuer, on le fera, sur l'accès, sur l'impossibilité pour le citoyen de supprimer quelques données que ce soit dans mon espace santé qui n'a pas été déposé par lui-même. D'accord, sur la non-historisation des données, c'est-à-dire que les données qui seront rentrées dans mon espace santé quand vous avez 10 ans seront encore accessibles dans mon espace santé quand vous en avez 60, et l'impossibilité absolue de masquer quoi que ce soit au médecin traitant. Donc, ces trois éléments sont des éléments qui nous paraissent problématiques. Je sais qu'actuellement, au niveau européen, il y a tout un sujet sur la directive santé, des données de santé, pardon, et nous allons essayer d'intervenir sur ces niveaux-là pour vraiment garantir aux citoyens, en tout cas, en ce qui concerne les données que nous allons déposer, parce que nous allons déposer, les sages-femmes, des données qui sont forcément sensibles, c'est la santé génétique des femmes, et c'est vraiment beaucoup d'informations intimes et personnelles. Donc, nous, on va travailler sur ce sujet-là, mais ça n'empêche en rien, au contraire, le travail qui est mis en œuvre là, et au contraire, plus il sera généralisé, plus on aura de poids dans nos interventions.
Donc voilà, je vous remercie. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Oui, le dernier élément, c'est que sur les groupes que vous allez mettre en place, j'entends bien le groupe représentant les professionnels de santé, le groupe éditeur, parfait. Sauf que peut-être, alors c'est une proposition que je fais, dans le groupe éditeur, ce serait bien quand même qu'il y ait quelques professionnels de santé pour qu'on reste collé à une réalité de terrain, en fait. Le but étant de faciliter, je le redis, parce que pour tous ceux qui exercent aujourd'hui dans des structures hospitalières, alors c'est mon laïus permanent, mais l'informatique, c'est un empêcheur d'exercer, c'est pas un facilitateur d'exercice. Et si on veut que le numérique en santé marche, il faut que là-dessus, on soit bon. Donc, c'est vrai que si dans le groupe éditeur, il peut y avoir quelques usagers, quelques professionnels, pardon, qui pourraient dire non, mais là, si on fait ça, ça ne va pas être possible en temps réel dans les cabinets, ce serait bien. Voilà. Mais j'imagine que les éditeurs travaillent déjà comme ça. Oui, non, mais ça, enfin, après, l'idée, c'est que le groupe éditeur, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le groupe éditeur, on va parler beaucoup plus technique et beaucoup plus dans le dur. Donc après, si on a des professionnels qui souhaitent, à titre, ne serait-ce que d'auditeurs ou qui sont versés, c'est juste que les sujets sont quand même beaucoup plus techniques et beaucoup plus, on va dire, pointus, voilà. Et donc, voilà, mais effectivement, si vous avez dans les compétences des personnes, évidemment, je pense que ça ne posera pas de difficultés majeures. Est-ce que pour la FEMA, est-ce que Francis Merci. ou est-ce que j'espère oui, 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 volontiers. bonjour Francis. Ben, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Marianne, que je suis ravi de retrouver à l'occasion du lancement de cette nouvelle task force que nous appelions de nos voeux depuis plusieurs mois. Ça va nous permettre de reprendre en fait les échanges qu'on avait tenté d'initialiser il y a quelques temps pour faire avancer dans la bonne direction en fait toutes les solutions numériques. Alors, je rebondirai sur quelques éléments qui ont été évoqués. Je confirme ce que vous évoquiez, Marianne, sur le fait que, alors sans préjuger néanmoins, du fait que les éditeurs adressant, y compris des catégories de professionnels qui seraient plutôt sous la bannière des paramédicaux et qui vont manifestement aussi se pencher sur le sujet pour faire évoluer leurs offres dans la bonne direction, mais que le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'il y a plutôt une proximité avec les éditeurs qui fournissent des logiciels pour les médecins, qui sont à mon sens plus proches du périmètre qui doit être couvert. D'ailleurs, c'est plutôt finalement plutôt une bonne nouvelle quand on voit l'expérience qu'on a pu acquérir à travers le couloir médecin, pour lequel vous savez qu'on est aujourd'hui extrêmement engagé. Donc, je pense que ça sera intéressant que tous ensemble, on puisse aussi bénéficier de cette expérience, parce que c'est vrai qu'en la matière, aujourd'hui, les retours dont on dispose, et là, je vous rejoins complètement sur la nécessité non seulement de nous pencher sur des considérations d'ordre technique, de spécification, de cas d'interopérabilité, etc., mais qu'il conviendra que tous ensemble, nous accordions une importance toute particulière à l'aspect pratico-pratique. Autrement dit, c'est comment est-ce qu'en fait, ces différents services numériques sont de nature à s'intégrer dans la pratique professionnelle. Et c'est vrai qu'à ce titre, les points de concertation tripartite, si je puis dire, entre les instances porteuses du programme, vous en tant que représentants des professionnels, et puis nous, éditeurs, auront besoin aussi d'avoir des temps de remise en partage finalement de ce que vous aurez fait comme élément de proposition en fait sur l'évolution du numérique que vous attendez dans le cadre de vos pratiques soignantes. Et puis nous, l'interprétation technique que l'on aura pu en faire, je pense que ça sera important. On l'a fait d'ailleurs dans le cadre de nos implications sur les couloirs précédents, des temps de remise en partage finalement qui vont être absolument essentiels pour se poser les bonnes questions et se dire là effectivement est-ce qu'il n'y a pas un point de blocage potentiel qu'on peut potentiellement percevoir ensemble, quels pourraient être les éléments de contournement. Puis je pense qu'il y a aussi des vraies réflexions, on le voit aujourd'hui sur les travaux qu'on a pu mener sur d'autres couloirs, que sur la question de l'alimentation au DMP, ce que vous souleviez, Marianne, sur l'aspect confidentiel, les prudences à adopter sur le partage d'informations, c'est des vrais sujets sur lesquels il faudra aussi qu'on se penche, parce que nous, on a besoin aussi d'avoir des réponses en fait là-dessus, parce que si on veut se placer dans des logiques de simplification, d'automatisation finalement potentielle de production documentaire et de données, il faut qu'on ait ces éléments de lecture en amont pour que derrière les processus techniques puissent accompagner ces éléments de précaution aussi. Et on voit bien que si on ne les traite pas,
c'est des éléments qui finalement figent l'attitude des professionnels de santé dans leur capacité à alimenter. Parce que c'est vrai que quand on est dans une zone de flou, eh bien finalement, la meilleure réaction, c'est de ne rien faire. Donc, c'est des vrais sujets qu'il conviendra qu'on aborde tous ensemble et ben, on sera à vos côtés pour travailler tout au long de ce parcours-là. Enfin, on va avoir des travaux, je pense, qui vont être assez denses et c'est plutôt très enthousiasmant. En Alors, tout cas, on en est absolument ravis. merci beaucoup. Dans ce cas, ce que je vous propose à l'écoute de ce que vous dites, c'est on vous partage en fait l'ensemble de l'agenda concernant les sages-femmes, éditeurs, enfin voilà, et qu'on n'appelle pas ça, enfin, on va dire sage-femme ou éditeur, mais plutôt métier et technique. Et ensuite, vient qui veut, mais on sera sur les ateliers qui vont plutôt discuter métier et des ateliers qui discuteront plutôt technique. Et après, tout le monde est libre de venir comme il l'entend, mais avec cette dimension qui fera que, voilà, dans les ateliers métiers, on parlera sûrement pas des addendums ou des trucs vraiment détaillés techniques. Et inversement, côté technique, dans ce cas-là. Et après, chacun est libre de pouvoir venir à tel ou tel atelier en fonction de l'ordre du jour et des sujets qui seront abordés sous tel ou tel angle en fonction. Comme ça, du coup, ça permet à chacun de pouvoir être présent. Enfin, voilà, évidemment, il n'y a aucun des ateliers n'est fermé et tout est en toute transparence et en toute fluidité, évidemment, de nos échanges. Merci beaucoup pour vos interventions et votre soutien à ces travaux, hein. On entend bien évidemment que tout n'est pas parfait et que les choses vont évidemment évoluer dans le temps. Et puis, ça fait partie évidemment de la vie des projets. Et je pense que c'est aussi, une des forces de ce projet autour de mon espace santé et du Ségur, c'est précisément d'être en évolution permanente. Alors, on a le sentiment que c'est jamais fini, mais il y a quand même des choses qui sont crantées, des choses qui circulent. Et voilà, il faut aussi regarder ce qui a été réalisé. Et à titre personnel, pour ma part, c'est la première fois en 25 ans que je vois autant d'institutions alignées pour aller dans le même sens. Quand je dis institutions, c'est à la fois pouvoir public, représentants professionnels, citoyens et associations, on va dire citoyens, malades, patients, tout ce qu'on veut, et éditeurs, professionnels, alignés pour aller dans le même sens, avec évidemment des points de vue qui parfois divergent sur certains points, mais globalement quand même ça part dans un sens qui est assez rare pour être souligné. Voilà, je sais pas si Elodie, tu veux nous passer, alors j'ai pas du tout la vue sur les questions, donc Alors, il n'y en a pas tant que ça, c'est non. surtout des adresses On a, mail. on a été super clair et Voilà. super On bon. nous demande s'il est prévu un certain contrôle de la flambée probable des prix d'abonnement des logiciels. Alors, on est euh, on- le Ségur a pour vocation donc de financer l'évolution, donc ce qu'on appelle le module Ségur. Donc ça va être l'ensemble de ce qu'on va discuter. Et ça, ce sera le professionnel dans les modèles qu'on a produits jusqu'à présent. C'est ce qu'on appelle un achat pour compte, c'est-à-dire que le professionnel passe commande auprès de son éditeur préféré et ensuite l'éditeur se retourne vers la puissance publique pour faire solder la facture. Donc, on va rester sur ce modèle. Donc là, on parle de l'évolution du module Ségur. Ensuite, sur le reste, le Ségur n'a pas vocation à intervenir sur les relations contractuelles et le prix, ou la relation entre l'éditeur et ses clients. En tout cas, pour l'instant, la puissance publique n'intervient pas sur ce champ-là. Voilà, on le fait sur le prix du pain, mais sur le prix du logiciel, je crois que c'est pas encore. Voilà. Sur le prix du pain, bon, c'est lié à la Révolution française, mais Non, mais peut-être, Xavier, si je puis me bien permettre sûr, je t'en prie, si tu veux une compléter. intervention pour clarifier un peu ce débat. Je pense que ce qu'on a pu constater à travers notre positionnement sur les autres couloirs, en tout cas concernant le secteur ambulatoire, aujourd'hui, le couloir médecin et le couloir officinal, c'est que le cadre du programme Ségur détermine un périmètre qui est relativement large, du reste, et une tarification permettant de couvrir ce périmètre, mais aussi tous les éléments relatifs à la maintenance de ce périmètre. Donc, on est quand même là dans un encadrement, en tout cas sur le plan tarifaire, qui me semble déjà plutôt bien solide. Alors, il faut savoir que la prestation Ségur, ce qu'on appelle la prestation Ségur, elle couvre différents. Donc, il y a évidemment les développements
dont on va discuter hein, au cours de ces prochaines semaines. On a aussi l'installation chez le professionnel, la maintenance pendant 6 ans de mémoire, il me semble que c'est ça le délai. Alors la maintenance du module Ségur, hein, j'entends. Et puis l'accompagnement et la formation des professionnels, à la fois dans la phase d'installation et de prise en main de l'outil. Donc après, la modalité précise, elle est à l'appréciation évidemment de l'éditeur, de savoir comment il veut accompagner ses clients et tout ça. Mais tout ça, c'est inclus et ça ne doit pas avoir de surcoût pour le professionnel. Ni même, et ça j'en profite pour le redire parce que ça a été un point qui a été souvent évoqué, alors, en tout cas dans le couloir LGO pour ma part, pas d'évolution, ça ne doit pas avoir de conséquences en termes de réabonnement, d'obligation, d'emprisonnement, de, 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 de- de réabonnement, par exemple, pour X années chez votre éditeur. Voilà. Et c'est une seule prestation Ségur par professionnel. Voilà, donc si vous changez de logiciel, faites-le avant ou après, mais après, c'est à votre discrétion, mais voilà, c'est au prix du logiciel tel qu'il sera décidé. Et voilà. Ouais, après, il y a plein de choses à préciser, mais vas-y, Elodie. Alors, on nous dit, bon, c'est plus une remarque qu'une question. Il est évident que si les prix des logiciels grimpent trop vite, les soignants ne s'intégreront pas dans la démarche. Je note. Autre question, comment se passera le lien avec les hôpitaux? Alors, les hôpitaux aujourd'hui ont leur propre couloir professionnel, hein. Il y a un couloir hôpital qui existe. Ce couloir, en fait, il interface le DPI, c'est le dossier patient informatisé, qui se charge de partager, en gros, le lien entre la ville et l'hôpital. Donc, en fait, ce qui sort de l'hôpital, c'est les documents de liaison, la lettre de sortie, l'ordonnance de sortie, enfin, ce genre de documents. Euh, il n'y a pas de connexion directe des logiciels professionnels, profession par profession, au sein de l'hôpital. Tout ça, ça passe par le DPI. Et en gros, ce qui se passe à l'hôpital reste à l'hôpital. Et ce sont les documents de sortie qui sont, eux, poussés vers le DMP. Et inversement, que le DMP que l'hôpital peut récupérer, notamment pour préparer, par exemple, des hospitalisations ou ce genre de choses. Et ça passe par le dossier patient informatisé de l'hôpital. Et ensuite, c'est redistribué au sein de l'hôpital via ce dossier patient et en fonction des organisations locales de chaque établissement pour accéder à ce dossier patient et aux documents afférents. Par contre, donc, il est prévu que tout le monde, hein, c'est bien l'objectif, que l'ensemble des professionnels soient dotés d'une MS santé professionnelle et Ah oui, donc pardon, puisse permettre l'échange sécurisé des direct, données, des documents de santé tout à fait. directement de professionnel à professionnel en assurant les éléments de sécurité du coup attendus et pas ce dont on sait hein, qu'une adresse Gmail, etc., ne garantit pas. Donc là, cette exigence de sécurité fait qu'on a besoin de ce qu'on appelle le cercle de confiance MSS, et donc c'est bien une adresse MSS qui va écrire une adresse MSS, et donc c'est comme ça à ce qu'on s'attend que l'échange entre les professionnels se fasse, quel que soit le contexte, hein, que ce soit depuis l'hôpital vers les cabinets de ville, du cabinet de sage-femme vers le cabinet du médecin traitant. Donc, ça va devenir un élément d'échange clé et tout le monde est d'ailleurs progressivement en train de s'équiper. Voilà. Est-ce que les messageries sécurisées régionales comme Sarah en Auvergne-Rhône-Alpes vont disparaître avec ces travaux ou seront-elles intégrées dans les logiciels? Alors, en fait, il faut savoir que les messageries sécurisées, alors historiquement, on avait un petit souci de Happy Crypt, de V1, V2, enfin de non-interopérabilité, on va dire, de ces messageries. Il y a un couloir, alors on n'en parle pas trop parce que c'est hyper technique et que, bon, on va dire, c'est dans les fondations de la maison, et voilà, mais on a un couloir dédié aux messageries sécurisées de santé qui permet d'aligner et de rendre interopérable l'ensemble des messageries. Donc ensuite, il y a des opérateurs, je ne sais plus, je crois que c'est 300 ou 350 opérateurs de messagerie sécurisée de santé. Voilà, nous, ce qu'on fait en sorte, c'est que vous puissiez donc choisir l'opérateur qui vous convient. Et ensuite, ce sont des API, enfin des normes techniques d'interopérabilité et d'échange qui permettent d'intégrer les messages directement dans vos logiciels métiers. Donc, quelque part, les deux sujets sont indépendants. D'un côté, vous avez votre opérateur qui a, on va dire, un client de messagerie, on va dire l'équivalent d'Outlook ou d'un webmail, enfin, peu importe, et qui vous permet de circuler ces messages. Mais ces messages, vous pourrez également les retrouver directement dans vos logiciels métiers ou les envoyer depuis votre logiciel métier en fonction des contextes et des cas d'usage qu'on aura identifiés pour pouvoir faire
comment dire, circuler cette information. Donc, l'ensemble des opérateurs deviennent interopérables. Alors, c'est pas dans la minute aujourd'hui, c'est en cours puisque cette task force dédiée au MSS est en train d'aligner tout le monde sur un cadre d'interopérabilité et fait que, on va dire, cette question sera enfin derrière nous. Mais de façon très pratique, en fait, et en bénéficiant de l'expérience de ce qui a été fait dans les autres couloirs et en particulier en médecine de ville, on a pu voir qu'il y a eu un choix fait par les éditeurs, parfois un peu différent. Il y a certains éditeurs qui posaient la question aux professionnels de savoir quelles étaient leurs adresses MSS et ont fait en sorte que cette adresse MSS puisse s'intégrer dans leur logiciel. Et puis parfois, il a été fait le choix par l'éditeur de créer une adresse MSS pour s'assurer de la parfaite compatibilité entre cette nouvelle adresse et leur logiciel. Donc ça, ce sera quelque chose qu'il conviendra de vérifier avec votre éditeur au moment des bons de commande. Mais c'est sûr que je vous invite à y être attentif, évidemment. Oui, mais Sandra, ces choix, ils ont été faits dans la situation actuelle d'une absence encore de convergence vers cette nouvelle norme d'interopérabilité entre les solutions proposées par les différents opérateurs. Parce qu'on était, conscient de la nécessité absolue d'avoir une intégration en fait, des fonctions MSS dans le logiciel métier des professionnels de santé. Ça, c'est une règle de base que nous nous imposons. Et que pour garantir finalement l'efficience de ce type de fonctionnement, ça a conditionné effectivement les choix qui ont été faits par certains éditeurs. Mais la situation idéale dans laquelle nous pouvons espérer collectivement nous placer, c'est que cette convergence qui est portée par la task force MSS nous garantissent que tous les opérateurs qui fournissent en fait un service de messagerie sécurisé soient parfaitement compliant avec ces nouveaux référentiels, ce qui permettrait de garantir l'intégration, j'allais dire quasiment transparente, de quelque solution que ce soit dès lors qu'elle répond à ces nouveaux critères. Alors, on nous dit ensuite, pour la vague 1, le financement n'intègre pas les montées de version ou le matériel. Je suppose que ce sera pareil pour la vague 2. Alors, de façon générale, sur le Ségur, effectivement, le Ségur ne couvre que la partie logiciel, accompagnement, formation, installation. Elle ne couvre pas ni l'obsolescence, on va dire, d'une version logicielle. C'est-à-dire que vous devrez avoir suivi dans le cadre de la maintenance, ce qui est le plus souvent le cas, je suppose, mais bon, on peut trouver des fois des choses un peu obsolètes. Donc, c'est la version qui est en cours qui sera la version de référence. Et donc, si vous avez une version, on va dire, ancienne de votre logiciel, effectivement, il faudra faire la mise à jour de cette version logicielle de façon, enfin, tout ce rattrapage d'obsolescence est effectivement à la charge des professionnels et enfin, ou dans le cadre des maintenances, là, après, je ne sais pas comment, selon les éditeurs, les choses peuvent être différentes. Et sur la partie matérielle, effectivement, ça ne couvre pas la partie matérielle, à savoir notamment, alors là, je vais parler plus pour la partie officine, parce que c'est l'exemple que je connais le mieux, mais par exemple, dans les officines, ils ont des douchettes pour scanner les médicaments et ils ont besoin d'une douchette pour scanner les ordonnances. Voilà, et donc, il faut faire un reparamétrage de cette douchette et certains cas, le matériel est trop obsolète et trop ancien pour pouvoir réaliser le scan de l'ordonnance numérique et du coup, ils doivent changer le matériel et ça, c'est à la charge du pharmacien de mettre à jour aussi son matériel. Mais si vous avez, par exemple, je sais pas, un serveur ou quelque chose qui ne permet pas de supporter la version logicielle, effectivement, voilà. Alors ça, c'est plutôt des cas plutôt pharmacie que je connais mieux. Je n'ai pas trop de cas d'usage vous concernant côté matériel qui serait nécessaire, peut-être le lecteur AppCV euh, qui sera évidemment à compléter, qui ne fera pas partie du matériel couvert par le Ségur, euh, s'il doit être différent de celui que vous avez déjà pour la lecture de la carte vitale. Enfin voilà, après ça dépend du matériel. Certains sont déjà compatibles, plus ou moins, enfin voilà, en fonction de plein de choses. Donc ça fera partie effectivement de tout ça. Sachant que pour ce qui concerne le couloir sage-femme, on ne parlera pas de vague 1, vague 2, hein, on a une vague Ségur et qui va intégrer, parce que la vague 1 était destinée à alimenter le DMP, la vague 2 à consulter le DMP, et comme on vous l'a dit pendant nos travaux, là on va faire les deux en même temps.
Donc, on va parler d'une vague Ségur sage-femme en ce qui vous concerne. Et pour les nouvelles TF, ce sera pareil, qui va, on va dire, voir l'ensemble du spectre et pas de façon séquentielle. Alors, je suis au bout des questions, mais j'espère ne pas en avoir raté puisque mon ordinateur me dit qu'il est 9h50. Donc, si j'ai des questions que jusqu'à 9h50, il m'en manque peut-être un bout. Vague 1, médecine de ville, labo, radio. Et vague 2, sage-femme, chirurgien dentiste et paramédicaux. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment chacun de ces couloirs, médecine de ville, labo, radio, officine, MSS, ont des vagues successives. Et concernant Ah, on a reperdu Xavier. Ouais, et du Oui. coup, concernant Ouais. le LGO, donc les logiciels d'officine, et concernant donc les logiciels qui sont prévus, les mises à jour pour les sages-femmes, pour les chirurgiens dentistes et pour les paramédicaux au sens large, on s'est dit que ce serait trop long de faire deux vagues, une dédiée à l'alimentation, une dédiée à la consultation du DMP, et donc en fait, ce sera une vague commune où on embarquera d'emblée les fonctionnalités alimentation, consultation. Donc là, c'est ce qui a été fait, par exemple, pour le LGO, ayant bénéficié de toutes les expériences des autres couloirs préalables. Et on voit qu'on arrive à avoir cette vague commune qui permet d'accéder plus vite à ces fonctionnalités et finalement d'avoir une mise à jour Ségur globale plutôt que d'en attendre des successives. Merci Sandra. Je crois que Xavier est revenu. Merci Sandra. Désolé, le réseau du ministère est parfois impénétrable. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, profitez-en, c'est le moment. Il nous reste encore une vingtaine de minutes. Alors, moi, je vais juste, en attendant une prochaine question, juste préciser un point. Donc, les personnes attendues, hein, évidemment, sont des représentants professionnels, que ce soit l'ordre, les syndicats, des personnes qui se sentent concernées par le métier et qui sont pas forcément ni à l'ordre ni en syndicat, mais qui ont une compétence ou qui se sentent très impliqués dans la partie numérique, sont, et évidemment qui connaissent le métier de sage-femme, hein, bien sûr. Donc sont évidemment invités à rejoindre les travaux et à participer à ces groupes de travail, pardon, pour contribuer, hein, c'est assez ouvert. Et évidemment, l'ensemble des éditeurs qui adressent sur le logiciel métier, on va dire central, qui seront du cabinet de sage-femme. Et du coup, je voudrais juste dire un mot sur le fait qu'actuellement, on sent qu'il y a une attention et une émulation particulière autour de la santé des femmes. Il y a un tas de travaux, on sort un peu du sujet Ségur spécifiquement, mais autour de mon espace santé et des enjeux liés à la prévention. Et on sent qu'enfin, l'attention des femmes du coup, focalise actuellement une attention forte. Et donc, il y a des attentes assez fortes et on sent qu'on est à un moment clé sur ces sujets. N'hésitez pas à poser vos questions, sinon on termine un petit peu plus tôt. Je vous redis pour les personnes qui auraient raté le début que cette réunion sera disponible en replay. On mettra également en ligne le support de présentation. Y a-t-il des formations prévues pour les soignants sur tous ces sujets complexes? Alors, tout à fait. Excellente question, merci de la poser. Donc, vous savez qu'il y a un arrêté qui a été publié juste avant les fêtes sur la formation des professionnels de santé au numérique en santé. Donc, il y a effectivement une refonte totale et des financements qui accompagnent cette refonte sur l'intégration des questions du numérique en santé dans les cursus de formation initiale de l'ensemble des professionnels de santé. Donc, ça concerne tout le spectre, hein, des étudiants, pour l'ensemble des couloirs professionnels, enfin, de l'ensemble du périmètre, de tous les professionnels de santé, à la fois sur la partie formation initiale, mais également il y aura des programmes qui vont évoluer dans la formation continue des professionnels de santé. Donc tous ces contenus en fait vont évoluer de façon à intégrer ces questions du numérique en santé, à la fois en comprendre, à la fois les enjeux et puis tout ça. Et évidemment les éditeurs sont, comment dire, cordialement invités, et c'est prévu dans la prestation Ségur, je le redis, à accompagner évidemment leurs clients pour l'usage spécifique de leur outil. Mais il y aura effectivement des évolutions assez importantes
sur ces formations, à la fois initiales et en formation continue tout au long de la carrière. Et est-ce que ces formations sont validées DPC, pardon. DPC. À partir du moment où ça rentre dans la formation continue des professionnels, je suppose que oui, mais après, ça sera aux organismes de formation de proposer les modules et de les valider. Enfin, j'imagine qu'il y a un processus de validation et de conformité, probablement à un référentiel, mais en tout cas, l'objectif, c'est bien que les référentiels évoluent pour intégrer cette question du numérique en santé, à la fois sur la question des... Là, on va quitter la partie technique du logiciel en tant que tel, mais d'en comprendre les enjeux et la nécessité de ces éléments, quoi. On nous dit dans le chat qu'il faut que ce soit dans les orientations prioritaires. Alors, je sais que pour la formation universitaire, c'est calé pour la rentrée prochaine, hein, les premiers modules de formation universitaire, enfin, dans les cadres des formations initiales, pas que universitaires d'ailleurs, hein, l'ensemble des couloirs des professionnels, il y aura des propositions de modules et d'évolution dès la rentrée prochaine de septembre, hein, le temps que les, les organismes de formation s'adaptent. Et j'imagine, alors je connais moins le côté formation professionnelle, enfin formation continue, mais j'imagine qu'ils doivent être déjà à pied d'œuvre pour pouvoir proposer une offre de contenu. En tout cas, à la fois les textes réglementaires sont posés et les financements sont disponibles. Donc après, aux acteurs d'intervenir. On nous dit sinon par le FIF-PL en pluripro même. Oui, également. Les retours d'expérience sur l'utilisation, l'ergonomie des versions Ségur, déjà déployées en médecine de ville notamment, seront bien prises en compte lors de l'écriture des référentiels. Absolument pas. On va faire en sorte de faire un truc, mais tout pourri, qui va bien vous embêter. Non, non, je plaisante évidemment. Alors, on a effectivement beaucoup de retours d'expérience et de choses. Donc, on a mis en place un dispositif qui s'appelle le dispositif Sentinelle, qui justement vise à faire remonter tous les cailloux dans la chaussure, tous les trous dans la raquette, tous les trucs où on n'a pas été assez précis, on a été trop précis, on a fait des trucs contradictoires. Enfin voilà, on prétend pas évidemment avoir fait les choses parfaites. Et donc, voilà, et des fois, on a des interprétations aussi qui ont été, oui, ça passe d'un point de vue du réglementaire, mais honnêtement, c'est quand même, on va dire, la solution de facilité qui est quand même pas la plus facile à prendre en charge. Donc, ouais, il y a tout un tas de questions aussi qui arrivent, et puis il y a plein de choses qu'on s'est imaginées, que ce soit éditeur ou puissance publique, hein, ou même représentants professionnels, collectivement, on s'est imaginé des choses, et puis mis à l'épreuve du terrain, des fois, on se rend compte que c'est pas toujours toujours optimal. Et effectivement, bien sûr, on prend en compte ces éléments. Donc, ces éléments seront pris en compte évidemment dans les vagues 2 des différents couloirs pour lesquels les choses sont déjà installées, de façon à améliorer les choses. Et évidemment qu'on prendra en compte ces éléments pour pas repasser par ces phases-là. En tout cas, tout ce qu'on peut éviter comme caillou dans la chaussure, on va essayer de le faire. On va pas essayer de vous refaire passer par comment dire, les problèmes qu'ont pu rencontrer les autres professionnels, évidemment. Ça n'interdira pas qu'on découvre de nouvelles choses, hein, évidemment, on verra l'usage, mais en tout cas, on y sera attentif et on fera en sorte de bien le prendre en compte collectivement. Heu, voilà, donc je vous le redis, hein, on a un dispositif qui s'appelle le dispositif Sentinelle. Il y a la possibilité pour les professionnels de nous remonter en direct, c'est-à-dire sans forcément passer par leur éditeur, sur le site de l'Agence du numérique en santé, un formulaire dédié pour remonter des dysfonctionnements, alors des choses, soit ce sont des dysfonctionnements, soit ce sont des choses que vous n'avez pas compris et pourquoi ça a été implémenté comme ça et que c'est parfaitement justifié et que peut-être que c'est la pratique aussi qui est pas la bonne et que du coup, quand on met du numérique, des fois, il faut aussi recadrer parfois certaines pratiques. Voilà, donc tout ça, remontez-le, n'hésitez pas, hein, au fur et à mesure que les choses viennent et on vous répondra pour dire, voilà, ça c'est fait exprès et c'est la partie qu'il faut changer. Ça, on s'est raté et on va le corriger dans les prochains tirs. Voilà, on va faire, évidemment, on prend en compte, on essaye de faire un maximum de retours d'expérience, à la fois qualitatif et quantitatif, sur ces questions-là, heu, le plus possible, bien sûr. Après, il y a la question de l'ergonomie, donc ça, c'est un grand sujet aussi de savoir si c'est à la puissance publique de définir l'ergonomie, ou jusqu'où on va dans l'expérience utilisateur, hein, ce qu'on appelle techniquement l'expérience utilisateur sur la partie jusqu'où on va dans la prescription à l'éditeur pour lui dire le carré, on le veut en haut à droite, en bleu, en vert, ou telle police, telle taille ou machin, ou c'est la liberté de l'éditeur aussi de faire ses propositions et sa créativité.
pour autant qu'un certain nombre de facilités d'usage soient bien implémentées. Donc, il y a cette marge, cet équilibre qu'il faut trouver, parce qu'on n'est pas non plus, c'est pas notre rôle en tant que puissance publique d'être trop prescriptif vis-à-vis d'éditeurs sur ces questions-là. Pour autant, il faut que l'expérience utilisateur soit évidemment la plus fluide possible, et ça fera partie des discussions qu'on aura les uns les autres pour savoir jusqu'où on peut aller dans ces éléments-là. Quid des logiciels d'imagerie, échographie obstétricale et gynécologique pour les sages-femmes sera-t-il traité dans ce Ségur numérique? Il s'agit souvent de logiciels dédiés. Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Je reviendrai vers vous, j'ai pas une réponse très précise là-dessus. Alors, on a un Ségur lié à l'imagerie, mais c'est plutôt la radiologie et bon, du coup, c'est un sujet un petit peu différent, bien sûr. Du coup, là, j'ai pas une réponse hyper précise là-dessus sur, est-ce que ce qu'on veut partager avec, les autres professionnels, est-ce que c'est l'imagerie ou est-ce que c'est le compte rendu de l'imagerie? Auquel cas, il est peut-être pas nécessaire de partager, on va dire l'échographie de façon en routine tous les jours, tout le temps de façon systématique, j'imagine. Par contre, le compte rendu, parce que bon, je suis pas certain que tous les professionnels soient à même de les lire de façon, enfin, pas refaire non plus votre diagnostic, hein, si vous en avez posé un, et que si c'est nécessaire, vous pouvez le repartager, j'imagine, avec un expert, enfin de façon ponctuelle, quand ça se s'avère nécessaire. Mais c'est peut-être plutôt le compte rendu du document qui sera le plus accessible aux autres professionnels dans le cadre de la coordination des soins, et de façon ponctuelle, un partage d'imagerie vraiment peut-être dans un cas précis et via des modalités on va dire un peu différentes que le dossier médical partagé. Voilà, donc ça, il faudra qu'on en discute. Effectivement, ça sera un des sujets à définir dans le périmètre des logiciels éligibles. Oui, excusez-moi, je prends la parole même si je n'ai pas le Oui, droit. si, je vous en prie, je vous en prie. C'est un vrai sujet, parce qu'en fait, souvent, les sages-femmes qui font de l'échographie, elles ne font que ça. Elles ont rarement une activité à côté. Ça existe, mais enfin, c'est plutôt rare. Et donc, il faut que ce logiciel d'imagerie ne soit pas qu'un logiciel d'imagerie. Il faut que ce logiciel d'imagerie permette aussi d'intégrer la MSS, l'accès DMP, etc., etc., etc. Donc, c'est un sujet qui est dérivé de la radiologie, c'est sûr, mais qui est vraiment spécifique. Là, c'est sages-femmes gynéco. Il y a quelques généralistes qui en font aussi. Et je sais qu'il y a quelques éditeurs qui font des logiciels spécifiques. Donc, que ces logiciels soient éligibles au fait d'intégrer ça et d'être éligibles au Ségur, a priori, ça, on le discutera dans le périmètre des logiciels éligibles, mais a priori, il n'y a pas de raison qu'ils ne le soient pas. Je prenais la question plus sur le fait de partager l'imagerie en elle-même, parce que du coup, ça pose une complexité technique qui n'est pas du tout la même par rapport à un compte rendu d'imagerie qui a un document. Voilà. Moi, je vois ça un petit peu dans l'autre sens. Effectivement, partager l'imagerie, à mon avis, ce ne sera pas du systématique. Ce sera vraiment sur indication, le compte rendu, évidemment. Par contre, il faut que la sage-femme qui fasse l'échographie, elle soit capable de récupérer sur le DMP, si la patiente n'a pas les infos, un petit peu l'histoire de la grossesse. Parce que s'il y a des complexités, s'il y a des choses particulières, s'il y a des antécédents particuliers, ça va orienter un petit peu l'échographie. Vous voyez? Donc, quand vous dites qu'ils seront a priori dans le périmètre éligible, oui, bien sûr. Maintenant, est-ce que les éditeurs iront développer tout un système autour de cette capacité d'imagerie et de logiciel écho pour intégrer tout l'écosystème DMP, etc. Voilà, ça c'est une question qui concerne quand même un certain nombre de sages-femmes. Je crois que je vous ai perdu en route. Non, je suis là. Mais effectivement, je n'ai pas entendu votre réponse complète, mais j'aurai le replay pour. Enfin, c'est une question qu'il va falloir se poser parce que ça concerne quand même un certain nombre de sages-femmes. Bien sûr. On nous dit qu'actuellement, les images sont trop lourdes pour être intégrées et que c'est plutôt le compte-rendu qui est intégré. Et surtout qui est lu, enfin, j'imagine, le plus souvent, plus que relire l'imagerie derrière vous, quoi. On nous demande le lien vers le dispositif Sentinelle. Je ne sais pas si vous l'avez sous la main ou pas pour le mettre dans le chat. Oui, on doit l'avoir. Alors, du coup, je ne suis pas sûre de comprendre la question. C'est pour le lien vers l'ANS, pour le signalement fonctionnel des solutions référencées Ségur et installées Ségur. Si c'est cela, c'est évidemment prématuré concernant les sages-femmes, puisqu'on a à peine commencé le dispositif. Et du coup, vous n'avez pas encore les versions Ségur et encore moins de difficultés avec celle-ci. Mais donc, j'ai partagé celui pour les logiciels de ville. Sinon, du coup, l'enjeu, c'est une sentinelle actuellement, c'est vraiment un enjeu de compréhension des difficultés de retour
permanent itératif avec les éditeurs pour essayer de parfois faire évoluer certaines doctrines sur lesquelles on a pu être maladroit ou parfois expliciter certains éléments certaines exigences qui ont pu être donner lieu à des difficultés d'interprétation ou parfois des difficultés d'implémentation directement dans les logiciels. On communiquera sur les enjeux du Sentinel à travers la page transparence. Il y aura régulièrement des mises à jour, hein. Je vois que certains d'entre vous ont fait état de difficultés qui ont pu être rencontrées, notamment à travers les LGC, hein, on ne va pas se voiler la face. Il y a eu quelques difficultés qui ont été rencontrées avec la mise à jour Ségur. Et donc, l'objectif, actuellement, on est vraiment en train d'y travailler très activement. Donc, on n'a pas encore l'ensemble des éléments et la synthèse, mais ce sera d'être tout à fait transparent sur les constatations et les actions prises. Marianne nous demande quand sera traité le Ségur numérique médecin. Alors, le Ségur numérique médecin, en fait, il est déjà traité, c'est-à-dire que la vague 1 est terminée, elle est en cours de déploiement sur le terrain, et jusqu'au 28 avril pour l'instant. Donc On ça, a à peu et près un tiers des commandes qui ont été installées à ce jour. voilà. Et ensuite, les travaux sur la vague 2 sont déjà engagés avec les éditeurs sur la discussion du périmètre, enfin, et les professionnels, hein, les représentants pour les médecins. Donc, les choses sont déjà en cours et pour l'instant, on est plutôt même à la fin des itérations d'échanges. On touche à la fin et on va bientôt passer sur la phase de discussion de l'appel à financement côté médecin On nous dit que, et champ sanitaire, hors LGO. Pardon. on nous dit que beaucoup d'enjeux pour les sages-femmes calquent leurs enjeux côté médecine de ville. En fait, très honnêtement, nous, ce qu'on imaginait, et c'est pour ça qu'on vous a pointé les REM médecine de ville, hein, c'est que, en gros, l'idée, c'est on part des exigences médecine de ville, et puis à partir de là, on ajuste par rapport au contexte sage-femme. Mais très honnêtement, je le dis aussi pour les éditeurs, hein, bien sûr que on va pas réinventer la poudre et on part bien de. C'est pour ça qu'on vous a vraiment spécifiquement pointé cet exemple-là. Alors, on pointe sur les documents qui sont publiés pour l'instant, voilà, mais bien sûr, on vous fera part des échanges qui ont eu lieu sur la médecine de ville et ensuite on va enlever ce qui n'est pas nécessaire dans le contexte sage-femme et ajouter ce qui est spécifique du contexte sage-femme. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait de différence sur la façon de D'implémenter faire une une MSS. d'implémenter une MSS, de faire une ordonnance numérique, par exemple. On s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de choses qui soient en fait des fondamentaux communs. C'est aussi, enfin, c'est tout l'avantage justement d'avoir démarré un petit peu après, c'est justement de bénéficier de toute cette expérience et tout ce retour. Voilà. Alors, on sait que l'ensemble des dentistes, sages-femmes et paramédicaux ont beaucoup attendu, étaient très impatients, mais en même temps, c'est l'avantage d'avoir démarré plus tard, c'était que, en tout cas, j'ai eu beaucoup de points là-dessus, l'année qui s'est écoulée. Donc, en tout cas, un certain nombre d'entre vous étaient impatients, et donc on avait effectivement ces points-là, mais bon, voilà, donc la patience paye finalement puisque, on va pouvoir accélérer un petit peu les choses et pas réinventer et rediscuter tout un tas de choses qui ont déjà été, on va dire, discutées, argumentées et vous les présenter de façon un peu plus, comment dire? Aboutie qu'elles ne l'ont été au moment où on l'a construit puisque, évidemment, les premiers couloirs, on a un peu construit le processus Ségur en même temps et du coup, voilà, on ajuste les choses avec le temps et nous aussi, hein, côté puissance publique, on gagne aussi en maturité sur ces questions Ségur. Ok, on a fait le tour. Je propose qu'on s'arrête là. Il est 10h59. On est très bien dans le timing. Merci beaucoup à tous pour vos interventions et puis pour vos questions. Et puis, ce n'est que le début de cette task force pour les sages-femmes. Merci beaucoup pour vos contributions. Bonne fin de semaine à tous et toutes et puis, à très, très bientôt, avec beaucoup de plaisir. Bonne journée. Merci.